Barbara Pompili, donc vous êtes députée de la Somme, membre du Parti en commun, qui est, si j'ai bien compris, désormais apparenté au parti majoritaire. Apparenté à l'Assemblée nationale, en fait. À l'Assemblée C'était nationale. toute la complexité, mais je pourrais vous expliquer en 2 mots tout à l'heure. D'accord. Ça n'aura échappé à personne que vous êtes l'ancienne ministre de la Transition écologique du gouvernement Jean Castex, et vous êtes, et ça c'est moins connu, présidente de l'initiative de gouvernance de l'eau de l'OCDE. L'OCDE travaille depuis très longtemps sur les questions environnementales, mais c'est vrai que c'était passé sous le radar de beaucoup d'entre nous qui avaient une gouvernance de l'eau. Donc, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, à quoi ça sert et quels sont les résultats de ces travaux. Juste une petite question taquine pour démarrer. Vous n'êtes pas candidate à la présidence du conseil d'administration de l'ADEME par hasard? Ça n'a rien à voir avec l'eau. Rien. Oh, quoique. Ça n'a rien à voir avec l'eau. Non, je n'avais pas déposé ma candidature pour la présidence de l'ADEME. Et puis, sachant que de toute façon, je n'ai absolument pas voix au chapitre. Hein, vous savez bien que c'est une décision qui relève du président de la République, même si les parlementaires ont leur mot à dire et quelque part, voilà, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Donc, on verra pour la suite. J'ai déposé aucune candidature à ce stade. À ce stade. Donc, la gouvernance de l'eau de la CDE, de quoi s'agit-il et qui faites-vous? Oui, c'est une initiative qui existe depuis 10 ans, qui a été lancée par l'OCDE parce que, alors c'était sous la présidence de l'ancien secrétaire général qui était très mobilisé sur ces questions-là, faisant le constat que sur les politiques de l'eau en général, le problème n'est pas tant un problème de moyens, même s'il en faut, hein, qu'un problème de gouvernance. C'est-à-dire comment faire pour que les différents décideurs, les différentes strates et les différents secteurs aussi concernés par l'eau puissent travailler ensemble et puissent travailler selon un modèle de gouvernance qui soit efficace pour garantir la qualité, l'approvisionnement déjà en tant que tel, en tant que quantité, et la qualité de l'eau pour tous, et notamment en premier lieu pour les ménages, mais aussi pour les entreprises, pour les agriculteurs. Cette initiative a été lancée dans une relative discrétion au départ, mais son objectif est vraiment de mettre en relation les acteurs entre eux. Donc, elle est composée, cette initiative, d'acteurs divers, que ce soit des États, que ce soit des collectivités, partout dans le monde, hein, que ce soit des entreprises qui sont aussi représentées au board, que ce soit des associations, etc., etc. Le but étant vraiment, à travers cette initiative, de faire des expertises, ce qui est un peu l'objet de l'OCDE. Hein. L'OCDE, c'est de faire des études, des datas, de cultiver, de récolter des datas et de pouvoir ensuite faire des échanges d'expériences qui peuvent servir à une meilleure gouvernance de l'eau. Sur cette base de récolte des premières expériences qui ont été faites, il y a eu des principes de bonne gouvernance de l'eau qui ont été édictés par l'OCDE, qui ont été validés par l'OCDE et qui servent de base maintenant pour pouvoir travailler avec un certain nombre soit de villes, soit de pays pour analyser la manière dont ils gèrent la question de l'eau et comment ils peuvent mieux la gérer. Donc, après 10 ans d'expérience, la WGI a souhaité, dans le cadre du renouvellement normal de sa présidence, avoir une présidence un peu plus politique, justement pour mieux faire connaître ses travaux, pour mieux diffuser les informations sur ce qu'elle fait, parce que je crois profondément, après avoir travaillé avec eux, que ce qu'ils apportent peut être extrêmement utile à un moment où la question de l'eau devient cruciale internationalement, mais aussi dans des pays, y compris qu'on aurait pu croire préservés, comme le nôtre.
On va en parler tout de suite. Quels sont les derniers travaux de l'initiative et est-ce que certains d'entre eux peuvent s'appliquer à la situation que l'on commence à connaître au moins en métropole? L'initiative elle a vraiment souhaité travailler sur des exemples concrets. Donc, à partir du moment où il y a eu ces principes de gouvernance de l'eau qui ont été édictés, il y a eu ensuite des analyses, des reviews qui ont été faites sur certains pays d'Amérique du Sud, donc sur la gouvernance en Argentine, sur la gouvernance au Pérou, sur la gouvernance aussi dans des villes comme le Cap, par exemple, en Afrique du Sud. Pas un très bon exemple, pour le coup. Comment? Il n'est pas un très bon exemple, pour le coup. Non, mais justement, l'idée à chaque fois, c'est de regarder ce qui a été fait pour en tirer des leçons. Et pour aider aussi, le but étant à chaque fois, c'est un travail qui est fait main dans la main avec les autorités concernées, de les aider aussi, à travers cette analyse, à pouvoir réorienter leur politique et à pouvoir mieux l'assimiler. Un gros travail a été fait notamment lors du précédent World Water Forum à Dakar, avec les villes d'Afrique, pour travailler avec elles à créer en fait une initiative des villes d'Afrique pour justement avoir une meilleure gouvernance et avoir une approche par bassin, qui est une approche qu'on connaît bien en France, mais et dont on a vu qu'elle pouvait être efficace. On a aussi une revue qui a été faite sur la gouvernance en Asie-Pacifique. Donc là, avec, vous voyez, vous avez des focus qui sont plus ou moins larges pour justement apprécier cette question de l'eau au niveau international, au niveau régional, géopolitiquement parlant, au niveau des pays, mais aussi au niveau des collectivités. On a fait aussi le Brésil, enfin, ils ont fait, pour être très franche, moi je suis plutôt la porte-parole. Et puis aussi, ils ont essayé de voir, de faire aussi des rapports sur la gestion de l'eau vue à travers des thèmes. Par exemple, sur le rôle des femmes dans la prise de décision sur les questions de l'eau, qui est un travail qui a été fait il y a 2 ans et qui a été bien diffusé. Et puis, sur la question aussi de comment on applique les mesures sur l'eau, sur la gestion de l'eau face aux inondations. Donc là, avec une thématique spécifique sur l'inondation. Et enfin, plus récemment, sur comment les villes et les régions, et d'ailleurs on en a fait aussi une thématique d'un des side events qu'on a fait lors de la conférence de l'ONU, sur l'économie bleue. C'est-à-dire comment on relie les questions de l'eau à l'approche économie bleue, c'est-à-dire l'économie plus de la mer. Et donc, comment bien montrer et bien essayer de mettre en place des outils pour faire en sorte que ces deux sujets fassent l'objet d'une analyse commune, puisque l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, d'avoir vraiment une approche de la source à la mer. Et donc qui est très intéressante parce que on cumule cette approche de la source à la mer avec une vision assez locale de comment on agit localement en ayant en tête ces deux sujets. Voilà, donc je pourrais vous en dire d'autres, mais là je vous ai cité que les derniers travaux qui ont été faits depuis 3 ans. Et alors, quelle conclusion tirez-vous de la réunion de New York, de la conférence de New York qui s'est tenue, je crois, du 22 au 24 mars? Ouais. Est-ce qu'on peut en tirer des éléments concrets ou est-ce qu'on reste dans l'incantation? Alors, cette conférence, elle s'est tenue du 22 au 24 mars, mais dans un contexte plus global d'une semaine entière à New York consacrée aux questions de l'eau. Et donc, les échanges et les interventions ont eu lieu bien au-delà de ces 2 jours. Et en ça, c'est intéressant. Bon, n'oublions pas que cette conférence de l'ONU, je pense que vous êtes tous au courant et dans cette
dans cette arène, mais c'était une conférence qui était inédite, inédite depuis plus de 40 ans. C'était la première fois qu'au niveau de l'ONU, on mettait en place, on organisait une conférence sur cette question de l'eau spécifiquement et une réunion intergouvernementale. C'était très important. Déjà, le fait en lui-même était important. Et même si on savait quasiment dès le départ que ça pourrait être assez déceptif, puisqu'il n'y avait pas de négociation sur un texte. Donc, il n'y a pas eu de texte intergouvernemental négocié, il n'y a pas eu d'accord qui est sorti de cette réunion. Donc, ça, on le savait dès le départ. Il n'empêche qu'avoir à l'ONU une conférence sur l'eau qui réunit tous les pays était quelque chose d'important en soi. Le deuxième point qui m'a frappé et que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans cette réunion, on n'a pas vu que les acteurs de l'eau. C'est-à-dire qu'on a eu des acteurs très présents qui n'étaient pas traditionnellement ceux qu'on voit d'habitude. J'ai noté par exemple le président de la CNUC, enfin le secrétaire général de la CNUC, donc de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, qui était là. Donc, point très important, parce que l'eau, à mon goût, est trop peu présente dans les COP, et notamment dans la COP climat. Il commence à y avoir des petites choses, mais l'aspect eau dans la crise climatique est complètement sous-dimensionné, ce que je trouve hallucinant. Et donc, le fait qu'il soit là était une bonne chose. Le fait que je ne sais jamais si c'est une secrétaire générale, mais de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, qu'elle soit présente, c'était aussi intéressant. Parce que, je vous dis, on sortait un peu du corner eau pur, c'est-à-dire les gestionnaires de l'eau, ceux qui s'occupent de l'assainissement, etc. On était sur quelque chose de plus large. Donc, moi, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et ça fait partie des choses qui m'ont plu. L'annonce, même si ça a été quelque chose de difficile, de la création d'un envoyé spécial de l'eau de l'ONU, même si l'annonce n'a pas été faite en tant que telle, il a été dit que le secrétaire général le ferait certainement en septembre. Bon, c'est une demi-satisfaction, mais une satisfaction quand même. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire un envoyé spécial, à quoi bon, etc. Parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un à l'ONU politique, et j'insiste bien sur ça, politique, qui soit celui qui remette l'eau à l'agenda de tout et qui soit capable de faire sortir la question de l'eau de tous les petits silos dans lesquels elle est installée à l'ONU pour en faire un rendez-vous en soi qui fasse l'objet de discussions régulières. Puisque la deuxième demande qui était faite par tous, c'était qu'il puisse y avoir des rencontres régulières intergouvernementales sur l'eau et que ce soit pas un one-shot, cette conférence. Et alors, on n'a pas eu d'engagement du fait qu'il n'y a pas eu d'accord intergouvernemental. Il ne pouvait pas y avoir d'engagement dessus, mais on considère qu'un envoyé spécial eau serait une forme de garant de cette poursuite des discussions. Donc, voilà les points positifs intéressants. Après, ce qui en est sorti en délivrable réel, c'est le fameux agenda pour l'action, Water Action Agenda. Bon, c'est bien, mais ce sont des engagements qui sont des engagements verbaux, enfin pas verbaux, il y a des papiers, mais qui ne lient personne, il n'y a pas de coordination de ces engagements. Il y en a plus de 700 de mémoire, donc on est grand. Mais il n'empêche que les gens se sont vus, les gens se sont parlé, que ce sujet, on le voit, suscite un intérêt beaucoup plus important qu'avant, y compris dans les pays
de l'OCDE, enfin les pays les plus riches, qui étaient souvent les moins touchés. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'avais une discussion avant de partir avec un journaliste de presse locale de chez moi qui, à chaque fois que je dis que je vais à un événement international, m'écoute poliment en me disant bon, bah écoutez, on se reverra quand vous serez rentrés, on reparlera de plein de sujets. Là, quand je lui ai dit que j'allais à une conférence sur l'eau, il fait ah, intéressant, ah, mais vous voulez pas que quand vous reveniez, on en parle, que vous m'expliquiez un petit peu ce qui s'est passé, etc. Donc j'ai senti que sur ce sujet, il commence à y avoir un intérêt qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça, c'est bien. Mon dernier regret, enfin j'en ai plein, mais après on peut peut-être discuter un peu plus avant sur ce qui s'est passé, mais un de mes regrets, c'est quand même malgré tout qu'on a eu peu de chefs d'État présents dans cette conférence de l'ONU. La plupart des chefs d'État qui étaient présents étaient plutôt des chefs d'État de pays qui connaissent déjà des problèmes de rareté en eau, des pays africains, quelques pays d'Amérique du Sud. On avait évidemment les deux présidents de la conférence, puisque la conférence était présidée conjointement par l'AE, par les Pays-Bas et puis par le Tadjikistan. Donc on avait le président du Tadjikistan et le roi des Pays-Bas qui étaient présents. Mais sinon, on est quand même resté plutôt à des niveaux ministériels. Même si les ministres étaient là, y compris de la France, et donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Voilà, de manière très ramassée, et nous, évidemment… Non. Je crois qu'on vous a perdu, Madame Pompili. Ou alors c'est moi qui suis… J'y étais à double casquette. Vous m'avez perdu? Ça y est, on vous a retrouvé. Ah, formidable. Non, ben voilà, juste pour dire que moi, j'y étais à deux titres. J'y étais évidemment en premier lieu au titre de la Water Governance Initiative de l'OCDE, puisque c'est avec eux qu'on a monté un certain nombre d'événements, et puis j'étais là pour porter cette initiative. Je pense qu'on l'a bien fait. Je suis assez satisfaite du travail qu'on a pu faire, parce qu'il y avait aussi la question des financements, dont on pourra parler. Et puis, je suis aussi parlementaire, ancienne ministre, et donc à ce titre, je suis beaucoup ce qui se passe sur la scène internationale sur tous les enjeux climat et biodiversité, à la suite du travail que j'ai fait quand j'étais ministre. Et donc, ça m'a permis de continuer à suivre à travers cette conférence. Voilà. L'eau a quand même été pas mal portée ces dernières années par les objectifs de développement durable, les objectifs du millénaire, et on a vu quand même que la situation a progressé dans un certain nombre de régions. Est-ce que la tenue de cette conférence de New York et peut-être de ces événements satellites dans les années prochaines, est-ce que ça va contribuer à insuffler une nouvelle dynamique, ou vous mentionniez tout à l'heure les questions de financement, tant qu'on n'a pas réglé la question de l'argent, on n'avancera pas plus vite? Alors, il y a eu évidemment je ne sais plus comment on appelle ça, un papier sur la préparation de la conférence qui a été rédigé par l'ONU, qui fait un état des lieux un peu justement de cette question de l'eau, et notamment de l'atteinte des objectifs et de l'ODD, du fameux ODD 6. Les conclusions ne sont pas très enthousiasmantes. C'est-à-dire que il y a eu des progrès, mais on est quand même loin du compte en ce qui concerne l'atteinte des ODD. Je crois que j'avais récupéré les chiffres qu'ils avaient cités, mais on est sur 2 milliards de personnes, soit 26% de la population qui sont privées d'accès à l'eau potable, et 3,6 milliards de personnes qui n'ont pas accès à un système d'assainissement géré de manière sûre. Et quant aux masses d'eau, elles sont près de 60% et pourvues d'une bonne qualité d'eau ambiante. Donc, on avait dans ce papier le rappel que pour arriver à l'atteinte des objectifs que nous nous étions collectivement assignés, il fallait d'abord à peu près 1 000 milliards de dollars par an, et un rythme qui soit multiplié par 4, un rythme de mise en œuvre. Donc, autant dire qu'on n'y est pas.
Et que le meilleur moyen d'arriver à nos objectifs, c'est d'avoir des mises en lumière de ce problème régulièrement. Et donc, on a plusieurs manières de mettre en lumière ce problème. On a les manières dramatiques, c'est-à-dire les catastrophes qu'on peut malheureusement voir, comme ce qui s'est passé au Pakistan, ou comme des sécheresses très fortes, ou les incendies qu'on a vus en France, hein, qui ont, voilà, on constate, qui ont permis de faire prendre conscience à un peu plus de gens de ce qui se passait. Et puis, la deuxième manière d'essayer de pousser les choses, c'est d'avoir des événements comme cela, qui mettent en lumière le sujet, qui font que les acteurs se voient, se parlent, et plus il y en a, mieux c'est. J'ai l'impression, finalement, à vous entendre, de retrouver les mêmes problématiques que celles des COP climat et maintenant des COP biodiversité. C'est-à-dire on a un panel des désastres en cours et ceux qui arrivent. On connaît les solutions, mais on n'y arrive jamais. Et on sait qu'on est toujours très loin du compte en termes et d'investissement, et d'adaptation, et d'atténuation. D'où l'importance d'une meilleure gouvernance. C'est pour moi assez fondamental, d'autant plus qu'on est sur des sujets qui sont tous étroitement liés. Donc, il faut absolument qu'on sorte des silos sur tout ça et qu'on regarde les choses globalement. C'est dur et à tous les niveaux. Enfin, moi, je le vois en France. Hein. Donc, Alors justement, évoquons un petit peu la France, avant que je ne laisse la parole à mes confrères et consoeurs. Ces dernières semaines, on a assisté à la publication d'un formidable plan gouvernemental sur l'eau présenté par le président de la République lui-même, et puis ces dernières heures d'un rapport que vous aviez sans doute lancé, rédigé par 3 inspections d'administration, qui lui plutôt indique que si on veut s'en tirer, il faut radicalement changer la gouvernance de l'eau et la gestion de l'eau, et pas seulement en période de crise. Vous êtes très bonne connaisseuse de ces questions-là. De quel côté votre cœur penche-t-il? Ce rapport hein, qui vient de sortir, je n'ai pas encore eu le temps de le regarder en détail, donc je ne vais pas pouvoir faire des gros développements dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le plan en soi, c'est bien. Enfin, il faut pas. Moi, je l'ai salué quand il est sorti. Je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche quand on a tellement de choses à faire sur ces sujets et qu'il y a un certain nombre de bonnes directions qui sont données dans le plan haut. Le fait de parler de la sobriété, le fait de parler du recyclage de la ressource, enfin de l'économie circulaire de l'eau, le fait de donner un certain nombre d'outils, et dont des outils qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui, à mon avis, ne le sont pas tant que ça, comme le fameux EcoWatt de l'eau, qui permettent quand même de faire prendre conscience d'un certain nombre de choses à nos concitoyens qui puissent. C'est difficile de mettre en place des politiques quand on peut pas. Quand c'est pas palpable, quand on peut pas voir ce qu'on fait. Et donc, je trouve que c'est bien d'avoir ce genre d'indicateur. La question des financements qui a été retravaillée, le fait qu'on fasse enfin sauter ce fichu plafond mordant qui nous a empoisonné la vie pendant des années et que là, on annonce qu'on sorte du plafond mordant, qu'on annonce des financements supplémentaires, qu'on annonce un travail sur une tarification progressive de l'eau suite aux expérimentations qui ont eu lieu. Voilà, ne boudons pas notre plaisir de ce point de vue-là. À un moment, moi, je voudrais aussi qu'on... je pense que ce qui est difficile, surtout dans le contexte politique actuel, c'est qu'on a l'impression qu'on a les calamités qui nous tombent sur la tête et qu'on ne va jamais s'en sortir. Moi, je pense que ce n'est pas très mobilisateur pour l'action. Or, si on veut s'en sortir, il faut se mobiliser pour l'action. Et donc, si on veut mobiliser tout le monde, il faut plutôt essayer de leur dire, bon, voilà, ça c'est bien, ça on avance, ça on prend. Donc, je suis dans cet état d'esprit-là. De la même manière, il a été enfin, même si à mon avis c'était encore trop peu, il a été enfin manifesté l'idée de sortir des silos, de regarder de manière globale ce besoin de la ressource en eau pour en tenir compte
dans la manière dont on la gère. Je pense notamment à la question de l'implication des industriels, des énergéticiens face à leurs besoins en eau qui vont être de plus en plus importants. Moi, je peux vous avouer, enfin, je vous avoue pas, je peux vous dire que quand on a lancé le plan hydrogène, à un moment, j'ai dit, alors je rappelle à tout le monde quand même que le plan hydrogène, c'est plein de structures où on va avoir besoin de beaucoup d'eau. Et donc, comment gère-t-on cela? Et donc, le fait maintenant qu'au moins ce soit indiqué qu'on doit faire attention à ça, ça prouve que la réflexion évolue. Je peux vous dire qu'elle évolue parce que j'avais quand même des yeux un peu grands ouverts quand j'avais parlé de ça, de la même manière que le besoin en eau pour toutes les productions d'énergie, et notamment les productions nucléaires, où avant c'était, mais bien sûr, on y a pensé, et puis là maintenant, ah oui, oui, non, on s'en occupe. D'accord, bon, bah, c'est bien, donc maintenant on s'en occupe, tant mieux. Évidemment, ma petite inquiétude provient de ce qui a été dit au monde agricole, qui ne m'a pas rassurée. Parce que quand on parle de sobriété, quand on dit qu'il va falloir faire des efforts, etc., dans le même temps, on a le ministre de l'Agriculture qui dit aux agriculteurs, oui, on vous demande des efforts parce que vous allez avoir droit à autant d'eau, mais comme il faudra plus d'irrigation, il va falloir gérer, mais on va s'en occuper tous ensemble. Je ne sais pas sur quoi il se fonde quand il dit que les agriculteurs pourront avoir accès à autant d'eau. Moi, je n'ai pas ces éléments-là. Et donc, je suis inquiète quand il dit ça parce que moi, je pense qu'on va avoir accès à moins d'eau, globalement. Oui. Et donc, si on va avoir accès à moins d'eau, globalement, et qu'on dit aux agriculteurs, OK, vous, on vous baisse, enfin, vous restez au même niveau, ça veut dire que les efforts vont devoir être faits ailleurs. Comment on concilie tout ça? Avec des usages, évidemment, les usages de base d'eau potable, mais aussi avec les besoins industriels, mais aussi avec les besoins de certains secteurs, comme le tourisme, par exemple, etc., etc. Moi, je suis inquiète de ça. Et je pense que c'est en plus pas du tout un service à rendre au monde agricole que de leur dire ça. Parce que il vaut mieux, moi j'ai toujours pensé qu'il valait mieux regarder les problèmes en face. Et plutôt que de laisser miroiter une espèce comment dire, de laisser miroiter le fait que en fait, ce sera toujours pareil, business as usual, je pense qu'il vaut mieux leur dire, écoutez, il est quand même probable que vous ayez moins d'eau. En plus, il dit autant d'eau, mais probable, c'est sûr. Il dit autant d'eau, ça veut dire quoi? Où? Selon les départements, selon les régions, enfin, la situation ne sera pas la même. On sait que tout ça n'est pas réparti de manière uniforme sur le territoire, donc ça n'a pas de sens. Il peut y avoir des endroits où il y aura peut-être plus d'eau et d'autres moins, mais en tout cas en moyenne il y en aura moins. Donc il vaut mieux plutôt affronter le truc en disant on risque d'avoir moins d'eau. Regardons comment ensemble, parce qu'on en a besoin, on adapte les cultures, on adapte les pratiques pour faire face à ça. Et je trouve que ça aurait été beaucoup plus responsable. Et ça, c'est un point du plan qui me gêne beaucoup. Sur le reste de votre question sur la gouvernance, il y a eu quelques annonces dans le plan, mais je pense que tous les nouveaux besoins qu'on a identifiés, même si on peut quand même se dire que la gouvernance française est pas si mal quand on regarde par rapport à l'étranger, le travail en bassin, justement les comités de bassin qui réunissent tous les acteurs, etc. On peut pas dire que ce soit si mal que ça. Maintenant, une meilleure coordination, une meilleure association d'un certain nombre de secteurs et peut-être aussi une réflexion peut-être plus sur l'immédiat aussi, sur qu'est-ce qu'on fait maintenant et de manière un petit peu plus volontariste, ça mérite d'être regardé. Je vous ai pas parlé. C'est dit dans le rapport des inspections. Ouais. Là, pour le coup, il y a une vision beaucoup plus holistique et on dit que tout le monde devra faire des efforts, on dit qu'il
comment on peut faire des efforts. Et on met le doigt aussi sur un sujet qui n'est pas souvent évoqué dans les questions d'eau, c'est là, typiquement la gouvernance de l'eau par les toutes petites communes. Il y en a pas loin de 4000 qui ont conservé la compétence eau et qui n'ont, semble-t-il, pas les moyens ni financiers ni techniques de sécuriser leur approvisionnement. Donc ça peut avoir des conséquences assez dramatiques si, par exemple, cet été est aussi sec et chaud que l'année 2022. Oui, mais là, on touche aussi quelque chose qui relève de la culture française. La raison, simple raison veut que ces questions de gestion de l'eau soient gérées à un niveau adapté. Et une petite commune, c'est pas un niveau adapté pour gérer l'eau potable et encore plus l'assainissement. On a besoin d'avoir des niveaux qui soient supérieurs à cela. Simplement, là, on sait qu'il peut y avoir eu des histoires de guerre, picrocolline, et puis encore ce manque de confiance dans l'échelon intercommunal, qui pourtant est le meilleur échelon, et qui peut-être doit nous faire aussi réfléchir sur la gouvernance de l'échelon intercommunal, qui mérite peut-être d'être revue. On va doucement. On ne peut pas tout faire. Hein. On ne peut pas tout faire. Il y avait aussi dans le rapport des inspections, évidemment, un chapitre sur l'agriculture, sur l'industrie, etc. Ce qu'il est dit, c'est que les inspecteurs souhaitent que l'on équipe à peu près tout le monde de compteurs télérelevés pour pouvoir adapter la consommation à la ressource réelle de l'eau, ce qui suppose aussi d'augmenter sensiblement l'équipement en piézomètre pour surveiller l'état des nappes. Donc, on voit bien que pour bien gérer l'eau, il faudra aussi investir plus ou moins fortement, alors qu'on a quand même surtaxé les agences de l'eau pendant quelques années pour abonder le budget de l'État. Raison de plus pour se féliciter de la suppression du plafond mordant. Et oui, on ne peut bien gérer que ce qu'on connaît bien. Donc, voilà, c'est QFD. Je vais laisser la parole à mes petits camarades. Il y a déjà une question, je crois qu'elle émane de Dominique Martin-Ferrari. Oui, alors moi j'ai plusieurs questions. D'abord, la première qui m'intéresserait, c'est de savoir comment cette réunion onusienne a permis de rappeler que l'eau ne se gère pas justement uniquement en local et en bassin et selon la bonne gestion française, mais qu'elle se gère aussi globalement. Donc, j'aimerais avoir quelques indications sur le fait que à l'échelle d'un territoire est sans doute celui qui permet de gérer à l'ombre des sources les choses, mais que si on développe dans le reste du monde un certain nombre d'activités locales, les progrès sociaux et environnementaux locaux dans le Sud ne peuvent pas se faire. Donc, j'aimerais avoir une remise en question un peu du global par rapport au local. La deuxième chose est plutôt correspond un peu à ce que vous venez de dire. On ne peut bien gérer que ce qu'on connaît. Mayotte, de longue date, et par l'intermédiaire notamment de son responsable départemental, réclame qu'on sache exactement combien il y a d'habitants sur Mayotte, parce que ce n'est pas la même chose de gérer l'eau pour 200 000 personnes que de la gérer pour 400 000. Enfin, je partage ce que vous avez dit sur l'agriculture. Est-ce que vous voyez aujourd'hui la possibilité de faire comprendre à Fresno que effectivement les agriculteurs n'auront pas l'eau qu'ils entendent? Et enfin, j'ai un dernier souci ayant ayant eu beaucoup d'intervenants sur les problèmes de l'eau, je me suis aperçue qu'en France, on était quand même très replié sur soi et la question de l'eau était gérée par rapport
aux objectifs du millénaire, c'est-à-dire le droit à l'eau pour tous et à l'assainissement pour tous, mais n'était pas géré en fonction de l'ODD 6, c'est-à-dire en gros une gestion durable à échelle mondiale. C'est-à-dire que on voulait de l'eau pour tous, mais on ne savait pas, on n'acceptait pas, les ONG françaises n'acceptent pas de regarder la dimension partage global. Voilà. C'est un peu compliqué, je ne suis pas très claire. Pardon. Si, c'est clair. Vous voulez que je réponde directement? D'abord, sur le niveau de gouvernance, c'est un des points qui a été beaucoup discuté dans les échanges qu'on a eus à New York, parce que effectivement, c'est pas toujours simple de concevoir quel est le meilleur niveau de gouvernance de l'eau. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est comme toujours sur les questions qui ont trait à l'écologie. Il doit y avoir une vision globale et une action alors, je pourrais dire pensée globale, agir local, comme ça, vous allez, pour certains, retrouver des vieux concepts. Mais la gestion de l'eau, c'est une gestion qui doit se penser de la source à la mer. Et comme ça doit se penser de la source à la mer, il s'avère que la source n'est pas forcément dans la même région ou même dans le même pays que là où on se trouve. Donc, on a besoin d'abord d'une gestion régionale. Cette gestion régionale, elle a été rendue nécessaire parce que l'eau a été génératrice de tensions transfrontalières entre de nombreux pays pour justement pouvoir avoir accès à l'eau, soit parce qu'il y avait certains pays qui mettaient en place des politiques d'accaparement, soit il y avait des pays qui relâchaient des pollutions, par exemple, et qui arrivaient dans d'autres pays. Et donc, la question de la gestion transfrontalière est une question d'ailleurs qui s'est développée plutôt assez fort dans certains endroits. On a des exemples de très belles réussites, que ce soit sur les eaux de surface que sur les eaux souterraines, puisque la question des eaux souterraines est aussi une question qui a été trop peu vue et donc qui a été abordée lors de New York, avec l'exemple maintenant que tout le monde sort, mais qui mérite, qui est l'accord qui a eu lieu entre les pays du bassin du Sénégal pour une gestion commune de l'eau, de la ressource, et qui est maintenant vu, qui est assez récent et qui est vu par tous comme un exemple de la sorte. Gestion, j'ai commencé par la gestion régionale, j'aurais dû commencer même par la gestion internationale, puisque la réunion de l'ONU était là pour ça, parce qu'on s'est rendu compte que la question de l'eau était étroitement liée à un certain nombre d'autres sujets qui sont les sujets d'adaptation au changement climatique, qui sont les sujets de perte de biodiversité, qui sont les sujets aussi de droits humains. On a vu que la question, par exemple, des droits des femmes était étroitement liée à la question de l'eau. De la même manière, la question des peuples indigènes, qu'on n'a pas le droit d'appeler comme ça en France, pour des raisons que je soutiens d'ailleurs, etc., etc. Donc, quand on voit que la question de la gestion de l'eau dans certains pays a des retombées internationales, on se doit d'en discuter de manière internationale, et c'est pour ça que cette réunion de New York était importante. Après, on a aussi beaucoup travaillé sur le niveau adéquat de mise en place d'un certain nombre de politiques. Et on s'est rendu compte que sur l'eau, comme sur plein d'autres sujets, en fait, on a besoin d'une régulation nationale, on a besoin de cadres de gestion, on a besoin de cadres réglementaires sur notamment la qualité des eaux ou sur un certain nombre de points comme celui-là. Et on a besoin ensuite d'avoir sur les territoires, parce que c'est sur les territoires que vous allez y arriver, d'avoir les financements qui arrivent et d'avoir la gouvernance qui fonctionne bien. Et donc, tout le travail, c'est comment on organise cette gouvernance. En fait, je suis en train de me rendre compte que si je réponds aussi longuement à toutes les questions, on va passer beaucoup trop de temps. Sur la question de Mayotte, que je connais moins bien, il me semble que les demandes qui sont faites sont assez légitimes et que
et donc il faut d'une manière ou d'une autre y donner droit. Faire entendre à Fesneau. Le problème n'est pas Fesneau en tant que tel. Je veux dépersonnaliser le sujet. Le problème est le fonctionnement du ministère de l'Agriculture depuis longtemps. Et je l'ai vécu puisque traditionnellement, il y a aussi une opposition entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Transition écologique ou en charge de l'environnement. Le ministère de l'Agriculture a une habitude de cogestion avec la FNSEA depuis très longtemps. De la même manière, on pourrait dire que sur la question énergétique, il y a eu une cogestion EDF-État pendant très longtemps. On s'est rendu compte des limites de ces exercices de cogestion et je pense qu'il faut qu'on en sorte. Ça a commencé un peu à être fait avec EDF, très peu, mais un petit peu. Avec la FNSEA, on sent que c'est encore difficile. Et donc, le sujet n'est pas tant le ministre qu'un mode de fonctionnement qui n'évolue pas assez vite. Et donc, tant qu'on n'a pas réussi à d'abord peut-être couper ce cordon ombilical et puis ensuite réussi à faire comprendre que si on veut sauver l'agriculture française, on a besoin de plus l'aider à évoluer, beaucoup plus que maintenant. Fesneau ou quiconque d'autre au ministère de l'Agriculture ne pourra pas faire grand-chose. Donc, moi, je n'ai pas toutes les réponses. Je pense que quand même, une réponse, c'est d'avoir une vision politique claire. Je pense qu'il faut regarder la réalité en face et regarder ce qu'il faut faire. Et ne pas avoir peur, à un moment, d'aller voir les agriculteurs et de leur dire voilà où on en est et faisons-le. Ça demande du courage, mais le courage ne peut venir que quand on a pris conscience de l'importance d'agir, etc. Je pense qu'on en est encore au problème de la prise de conscience. Mais pardonnez-moi, mais on a déjà fait ce travail. Il y a déjà eu les assises de l'eau en 2019, il y a eu les assises Alors, sur la question de l'eau, oui. Donc, on a quand même beaucoup fait ce travail de pédagogie, de sensibilisation des acteurs. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas. Non, mais enfin, vous savez, c'est comme pour le climat. Hein. Oui, tout le monde sait. Simplement, il y a une vision. Moi, je crois profondément à la vision. Quand on a une vision, je ne vais pas paraphraser un ancien Premier ministre, mais quand on a une vision, on a le chemin. Et j'ai le sentiment qu'il y a une conscience du problème, mais il n'y a pas encore la vision de ce qu'on veut faire et de où on doit emmener tout le monde. Je vois qu'on l'a sur d'autres sujets, comme sur les retraites, par exemple. Ce serait bien qu'on l'ait sur ça, tout en étant beaucoup plus participatif, bien sûr. On a beaucoup parlé d'agriculture. Il était normal que la presse agricole se rappelle à nous. Yvan Le Grenot. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour Madame Pompili. J'avais donc toujours effectivement quelques questions sur ce sujet agricole. Peut-être vous parliez de cogestion avec la FNSEA. Est-ce que par exemple vous avez vraiment été empêché par ce système-là autour des discussions sur l'arrêté abeille, je crois, qui avait été publié pendant que vous étiez ministre? Et la seconde question qui est un peu liée, c'est on entend Marc Fesneau qui demande à l'ANSES de revenir sur un avis qu'elle a récemment publié. On dit que peut-être certains membres du gouvernement penseraient à redonner les décisions sur les produits au niveau politique. Qu'est-ce que vous pensez concrètement de cette réorganisation? Est-ce que ça aurait un intérêt ou est-ce que tout ça, finalement, ça ne va pas forcément dans le sens de la protection de l'environnement? Merci. Je crois quand même que si on veut s'en sortir, il faut que le juge de paix, ce soit la science. Sinon, on va passer notre vie dans des engueulades politiques entre les pros et les anti-trucs, entre les pessimistes et puis les bagarres entre
les méchants ou gentils selon le camp dans lequel on se place, écolos qui veulent tuer toute l'agriculture française et puis les méchants agriculteurs qui veulent empoisonner tout le monde. Ce qui est triste quand je dis ça, c'est que c'est pas une caricature, c'est que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et donc, tant qu'on en est à ce niveau d'échange ou de débat, on ne peut pas avancer. Et donc, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'essayer d'avoir des juges de paix extérieurs. Et les juges de paix extérieurs, ce sont les faits scientifiques. Je crois que c'est ça le mieux. Donc, à partir du moment où on a un fait scientifique qui s'impose à nous, comme par exemple le côté néfaste pour la santé et pour l'environnement de tel ou tel produit, il faut ensuite qu'on puisse agir. Moi, j'entends ce qui a été reproché à l'ANSES, qui était de dire ben oui, mais là, ils prennent une décision qui est une décision qui n'est pas coordonnée avec le reste de l'Union européenne. Alors, juste un truc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on fait appel à l'Union européenne quand il s'agit, j'entends les mots surtransposition, etc., etc. Les mêmes sont beaucoup moins prompts à réagir quand l'Union européenne nous dit qu'on n'est pas dans les clous sur les énergies renouvelables, qu'on n'est pas dans les clous sur la qualité de l'air, etc. Et qui nous enjoint à agir, quitte d'ailleurs à nous sanctionner financièrement. Donc, ce recours à l'Union européenne à géométrie variable, toujours dans le même sens, m'a toujours profondément agacée. De la même manière sur la chasse ou sur toutes ces choses-là où il a fallu se battre pour obtenir tout simplement d'appliquer les règles européennes que nous étions nous-mêmes choisies. Après, moi, je ne suis pas là pour mettre dans la difficulté les agriculteurs. Donc, sur un sujet comme celui-là, je pense qu'on a besoin de se coordonner avec l'Union européenne pour éviter des trucs absurdes. Moi, ce que je veux, c'est que le pesticide en question, ou n'importe lesquels, d'ailleurs, quand ils sont reconnus comme dangereux, on ne puisse plus les retrouver dans le commerce d'une manière ou d'une autre dans notre pays. C'est ça que je veux. Donc, si une méthode choisie, une autorisation de mise sur le marché a pour conséquence d'enlever un bout, mais que de toute façon, il y en aura encore plein de l'autre côté, je suis d'accord que ce n'est pas le plus efficace. Mais plutôt que de hurler au loup en disant on va tuer l'ANSES, etc., dont je pense qu'il ne faut surtout pas, qu'on a besoin de garder l'ANSES et de garder sa capacité d'expertise et sa capacité aussi de pointer un certain nombre de problèmes. Ce problème, on ne poserait pas ce problème si l'ANSES n'avait pas dit attention. Donc, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, on doit garder l'ANSES. Maintenant, l'ANSES a souligné un point qui est grave. Malheureusement, il y en a d'autres qui sont sortis depuis d'ailleurs. Occupons-nous-en, travaillons ensemble pour faire en sorte qu'on ne retrouve plus ce produit commercialisé nulle part. Et alors, c'est beau de dire ça, je sais les délais au niveau de l'Union européenne. De temps en temps, quand la France est précurseur, elle peut aussi avoir un rôle important justement d'impulsion à l'Union européenne. Donc, ne négligeons pas ce rôle qu'on peut avoir aussi, puisque là, on ne parle pas d'embêter le monde, on parle juste de santé publique et de sauver notre environnement. On n'est pas là juste pour embêter le monde. Et pour les agriculteurs, je fais partie des gens qui considèrent qu'ils sont la solution à nos problèmes. Et donc, jamais vous ne me verrez aller avec un certain nombre de gens pour dire oui, salauds, d'empoisonneurs, etc. Non, on ne changera l'agriculture française qu'avec les agriculteurs. On n'a pas le choix, en fait. C'est que ça plaise ou non, c'est comme ça. Mais donc, ça veut dire aussi qu'il faut que les agriculteurs deviennent des acteurs beaucoup, beaucoup plus actifs sur un changement de méthode. Et donc, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont déjà pris des directions importantes, il y a des efforts énormes qui ont été faits. Malheureusement, on n'est pas à l'échelle de ce qu'il faut faire. Et donc, c'est un combat qui ne doit pas être que le combat des agriculteurs, c'est un combat collectif qu'on doit mener pour se mettre à l'échelle. On est tous dans le même bateau.
Donc, on réussit ensemble ou on crève ensemble. Donc, il faut arrêter maintenant les jeux d'acteurs de se monter les uns contre les autres. On est tous interdépendants. Et de temps en temps, j'ai bien conscience que je vous dis des banalités, mais on en est au point où on est obligé de réaffirmer des banalités comme celle-là, parce que le débat politique n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Absolument. Dominique, tu avais une autre question? Je crois qu'il y en avait une dernière, mais c'était sur quoi? Attendez. Sur les ODD, oui. Oui, en gros, je suis d'accord avec vous. Oui, la question de la gestion durable de l'eau est absolument essentielle et ça rejoint les questions de gouvernance, ça rejoint les questions de financement. Donc, on pourra en reparler. Alors, à propos de technologie peut-être ou de financement, je ne sais pas, Olivier Cognas de l'usine Nouvelle. Bonjour Madame Pompili. J'avais une question sur l'énergie, sur le nucléaire. Alors déjà, on a tous été un peu étonnés par les derniers chiffres publiés par le gouvernement sur la consommation d'eau par les centrales nucléaires. On est passé par un tour de baguette magique de 33 à 12%. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Ça intervient dans un contexte où il y a un gros plan sur le nucléaire qui doit être lancé avec des centrales nouvelles. Est-ce que ça vous inquiète pas en sachant que la consommation d'eau est importante, d'une part, et les rejets d'eau ne sont pas toujours à la bonne température, ce qui endommage aussi la biodiversité. Alors, déjà, sur ce sujet, gros progrès. Parce qu'avant, on ne pouvait même pas en parler. Il faut bien voir que sur cette question du nucléaire, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont interrogé il y a déjà plusieurs années, le PDG de l'époque, pour lui dire, est-ce que vous avez bien pris en compte les aspects changement climatique et donc les aspects eau, parce qu'ils sont très liés pour le nucléaire, dans vos projections, y compris sur les projections d'arrêt de réacteurs, parce qu'on a besoin de satisfaire quand même un certain niveau de production et de satisfaire les besoins. La réponse qui m'était faite invariablement était, pour vous la faire simple, tout va très bien, Madame la Marquise, mêlez-vous de vos oignons. Aujourd'hui, le sujet est devenu plus prégnant. Ils sont obligés de montrer patte blanche parce qu'ils veulent construire des nouveaux réacteurs et donc ils sont obligés de sortir des chiffres. Moi, les chiffres, là, je n'ai pas encore eu le temps de bien analyser pourquoi les chiffres étaient aussi différents les uns des autres. En tout cas, quand des chiffres sortent, l'intérêt, c'est qu'ils peuvent être questionnés. Avant, on n'avait pas de chiffres. Donc, c'est bien qu'on ait des chiffres. Et c'est bien qu'on puisse les questionner. Moi, ce qui m'a un peu interrogée, c'est quand j'ai entendu le président de la République qui a dit, mais alors je ne sais plus à quel moment, enfin vous pourriez vérifier, mais qui a dit que les nouveaux réacteurs allaient devoir être indépendants en eau. C'est-à-dire qu'ils allaient devoir en fait recycler leur propre eau en termes de sûreté pour pour que la sûreté ne soit plus extérieure et ne soit plus de l'eau pompée grâce à des DUS, mais qu'il puisse y avoir un espèce comme ça de recyclage d'eau. Il s'avère qu'il y a des réacteurs dans le monde qui ont ce système-là, qui existe, hein, donc c'est pas déconnant de proposer ce genre de choses. Simplement, encore une fois, faudrait que je me penche un peu plus dessus, parce que s'il a vraiment dit ça, ça veut quand même dire que ça change le design des EPR2, puisque ça n'était pas, à mon sens, prévu dans les premières copies des EPR2. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des nouveaux dossiers d'options de sûreté. C'est les EPSN. Sachant que le design des EPR2 n'est toujours pas validé à ce stade, est-ce que tout ça est bien clair en termes d'agenda quand on nous dit qu'on veut avoir les premiers EPR en fonctionnement en 2035 ? À un moment, j'ai l'impression qu'il y a des trucs pas cohérents. Peut-être comme quand il a évoqué les circuits ouverts et les circuits fermés.
Oui. Et passer les centrales actuelles en circuit fermé, mais ça paraît invraisemblable. Il faudrait... Ben, en fait, il sort ça. Enfin, encore une fois, ça existe. Donc, c'est pas, ça n'est pas aberrant puisque ça existe. On a des centrales qui sont comme ça en circuit fermé. Mais c'est pas, enfin, à ma connaissance, qui est imparfaite, hein, donc je peux me tromper, mais à ma connaissance, le design des EPR2 prévoit pas du tout ça. Et donc, ça veut dire, quand on sait ce que c'est qu'un dossier d'option de sûreté pour valider un nouveau design de réacteur, parce que là, je rappelle que sur les EPR2, on revient sur des nouveaux réacteurs. Donc, on était sur un prototype, l'EPR1, et là, les EPR2, c'est des nouveaux prototypes. Donc, qui nécessitent évidemment des dossiers d'option de sûreté, regarder si tout ça colle bien, etc., une validation par l'ASN. Or, ça prend du temps. Les dossiers d'option de sûreté, ça prend toujours du temps. Mais si en plus, ils nous rajoutent des trucs à chaque fois, la conception même du réacteur n'est pas du tout la même quand vous l'avez en circuit fermé, en circuit ouvert. Donc, ça demande de revoir complètement. Et donc, pour moi, ça a des conséquences lourdes en termes de délai. Et déjà, moi, à l'époque, quand on avait estimé les premières mises en fonctionnement de réacteurs EPR2, si tout va bien, 2035 nous paraissait exagérément optimiste. Nous, on voyait beaucoup plus de l'ordre de 2038, et encore une fois, dans le meilleur des cas. Hein. Et là, si on rajoute ce genre de choses, même avec la loi qui facilite le nucléaire qui a été votée, cette loi, elle fait gagner quelques mois par-ci par-là, mais elle fait pas. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de questions à se poser sur ce sujet-là, mais c'est le moment de les poser, hein, puisque je rappelle qu'on a une loi de programmation énergie-climat qui va arriver. Il y a eu un débat sur le nucléaire, et le débat va continuer au Parlement. C'est important que ce soit maintenant qu'on se pose ce genre de questions. Alors, justement, il y a une question d'Émilie Legendre d'AEF Info. Émilie? Oui, bonjour. Moi, j'avais une question, puisque le Canard enchaîné, il y a quelque temps, vous annonçait candidate à la présidence de la Commission nationale du débat public. Et finalement, c'est Marc Papinutti qui a été retenu par l'Élysée. Je voulais savoir si vous aviez une réaction à cette annonce et si aussi, in fine, vous étiez bien candidate à la CNDP, à la présidence de la CNDP. Alors, il n'y avait jamais eu de candidature officielle qui avait été posée. Moi, j'avais eu des discussions en disant que c'était éventuellement quelque chose qui m'intéressait parce que je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui sur l'acceptabilité de la transition écologique, et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis fait missionner là-dessus, et sur comment on associe mieux nos concitoyens à la prise de décision dans un moment comme celui que nous vivons, où il va y avoir beaucoup de bouleversements et où on a besoin que nos concitoyens s'approprient les politiques qui vont être mises en place. Et donc, dans ce cadre-là, il y a plein d'initiatives qui sont lancées, qui continuent d'être lancées, les conventions citoyennes, et c'est très bien. Mais évidemment, le débat public orchestré par la Commission nationale du débat public va être central. Et y compris d'ailleurs s'il doit se rénover, s'il doit se repenser. Chantal Joanneau a déjà travaillé sur ça, et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on lui a reproché. Et puis, il y a eu des évolutions, y compris législatives, sur le sujet. Mais on voit bien on avance en marchant. Et que du coup, la CNDP va être un lieu important sur cette association du public. Et donc, évidemment, moi qui ai été confrontée à ces sujets-là, ça m'intéressait beaucoup de pouvoir y contribuer. Et donc, si j'avais pu y aller, je l'aurais fait avec grand plaisir. Après, ils ont choisi Marc Papinutti. Marc Papinutti, moi, je suis partagée sur ce choix parce que Marc Papinutti, je le connais bien, c'était un de mes directeurs généraux quand j'étais ministre. C'est un grand serviteur de l'État, extrêmement compétent, et
et en plus, au-delà de ça, humainement, c'est quelqu'un de bien. Donc, moi, humainement, je salue ça. D'un point de vue plus politique, mais je m'interroge sur pourquoi on met ce genre de profil à la tête de la CNDP. Parce que la CNDP, c'est une autorité administrative indépendante. En tant que telle, c'est important qu'elle reste indépendante. Même si c'est pas toujours marrant pour le pouvoir en place, parce que du coup, il peut être un peu poil à gratter, mais c'est aussi ce qui garantit la démocratie, ce pluralisme et ces autorités administratives indépendantes, vraiment indépendantes, qui peuvent dire bon bah ça nous va, nous on considère que ça ne va pas, etc. Tout peut être discuté. Mais quand on met à la tête d'une autorité administrative indépendante un grand serviteur de l'État, et j'insiste sur le terme, un grand serviteur de l'État, mais qui, par définition, par son métier même, a toujours été au service des gouvernements, puisqu'il a appliqué les politiques des gouvernements, c'est son métier. Est-ce qu'on est garanti qu'il puisse avoir cette liberté nécessaire pour pouvoir impulser un certain nombre de choses à la CNDP. Le profil même me paraît pas adapté aux besoins de la CNDP actuellement, surtout qu'on voit que, notamment dans le projet de loi qui va arriver sur la transition de l'industrie, on rogne déjà les compétences de la CNDP. Et donc, face à ça, on a quand même besoin d'avoir en face quelqu'un qui est capable d'apporter la contradiction. Et pas pour dire c'est bien ou c'est pas pour dire que ce que fait le gouvernement est bien ou pas bien, mais qu'au moins il puisse y avoir une contradiction. Mais on avait déjà sur les compétences de la CNDP, puisqu'elle n'est plus en charge d'organiser les débats sur les grandes politiques générales, comme la prochaine PPE, par exemple. Oui, je sais. Mais justement, moi, j'avais apprécié, pourtant j'étais membre du gouvernement, j'avais apprécié la liberté de parole de Chantal Jouanneau. Je sais que d'autres ne l'ont pas apprécié du tout, mais je pense que dans une démocratie, on a besoin d'avoir une liberté de parole des différents contre-pouvoirs, c'est important. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je me suis élevée contre les paroles qui ont été proférées sur la LDH, quoi que je pense de ce que dit la LDH. Il y a une question tout à fait mineure par rapport au sujet que nous venons d'évoquer. Vous n'êtes plus membre, si j'ai bien vu, de la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale, alors que vous êtes la présidente dans une autre vie. Pour quelle raison ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai beaucoup travaillé à l'international quand j'étais ministre et j'avais envie de continuer un peu dans cette direction-là parce que j'avais pris conscience que beaucoup de choses se jouaient à ce niveau-là et que malheureusement, que ce soit dans la commission des affaires étrangères de l'Assemblée, mais aussi au Quai d'Orsay, etc., toutes ces questions sont un peu mineures par rapport à d'autres. Alors que toute la géopolitique aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, est gouvernée par les questions climatiques ou énergétiques. Et donc, j'avais envie de contribuer à ce que cette culture se développe un peu plus dans des instances où elle l'était moins. Donc ça, c'était vraiment la volonté première. Et puis ensuite, parce que je pense aussi qu'il faut qu'on a besoin que de nouvelles générations se lèvent d'écologistes à l'Assemblée et que si moi je revenais à la Commission du développement durable, d'ailleurs même en tant que simple membre, ça aurait été compliqué pour un successeur de pouvoir tout simplement faire son trou, quoi. Enfin, mais bien évidemment, avec le président actuel de la Commission du développement durable, Jean-Marc Zulesi, on se voit régulièrement et on se parle.
bien sûr. Y a-t-il d'autres questions, remarques ou conclusions? Ne vous battez pas. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions que nous voulions vous poser en 1 heure. C'est pas si mal. Je vous remercie de nous avoir consacré du temps et puis j'imagine qu'on sera appelé à se revoir prochainement sous d'autres cieux. Je pense aussi. Merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir.